Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, le parti Sawanya Frodebo vient de qualifier de génocide contre les Hutus les événements de 1972, des événements que ce parti de Melchior Ndadaye a pourtant ignorés durant les 12 ans qu'il était au pouvoir. Vous aurez les détails dans ce journal. Déviation d'eau potable par des particuliers en commune Songa de la province de Bururi, des parents des élèves qui fréquentent l'école Tagara alertent et demandent à l'administration de sanctionner les coupables pour que leurs enfants puissent se concentrer uniquement aux études au lieu de passer des heures et des heures à la recherche d'eau puisée et de l'eau. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la journée mondiale de la femme rurale célébrée le 15 octobre de chaque année. La rédaction de la RPA vous brossera le portrait de la vie quotidienne d'une femme rurale burundaise. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir et bienvenue. Rebonjour, je vous le disais en titre, le parti Sawanya Frodebo rejoint le régime CNDD-FDD dans sa démarche de qualifier de génocide les événements sanglants de 1972. Dans sa conférence, le président de ce parti, Pierre Claver Narimana, a émis le souhait selon lequel l'année prochaine, le gouvernement devrait avoir déjà passé à l'étape de qualification de ces événements. Ça sera lors de la commémoration de 50 ans après ces massacres. Les propos du président de ce parti avaient été récemment tenus par le président du Sénat. Le point avec. Dans cette conférence de presse, le président du parti Sawanya Frodebo a demandé à la commission de vérité et réconciliation d'accélérer cette enquête sur les événements de 1972 pour qu'ils soient qualifiés de génocide commis contre les Hutus. Les propos de Pierre Claver Narimana ressemblent à ceux récemment tenus par le président du Sénat dans des conférences qu'il a organisées à l'intention des organisations proches du pouvoir CNDD-FDD. La position du parti Sawanya Frodebo sur les événements de 1972 demeure inchangée depuis 1992. Il s'agit d'un génocide des Bahutu du Burundi commis par le pouvoir politico-militaire dirigé par le colonel Michel Micombero à l'époque des faits. Ce pouvoir est également responsable d'autres crimes contre l'humanité, dont des Batutsi ou d'autres Barundi, par confusion ou étiquetés monarchistes, ont été victimes au cours de la tragédie nationale de 1972. À la question de savoir pourquoi le Frodebo a soulevé cette question aujourd'hui, alors qu'il a même été à la tête du pays, Pierre Claver Narimana s'explique en disant qu'ils se sont précipités à accomplir d'autres tâches, vu qu'il s'agissait d'une période de transition. Le parti Sawanya Frodebo, effectivement, à l'époque, dans le cadre de la mise en application des dispositions se trouvant dans l'accord d'Arusha, il a pu diriger le pays pendant 2 ans de transition, je crois. 2 ans de transition, alors que c'était effectivement un gouvernement de transition, il y était très impossible de mettre en place toutes les dispositions qui étaient prévues dans l'accord d'Arusha. C'était très difficile. À part le parti Sawanya Frodebo, ces propos ont également été tenus par le président de la commission Vérité et Réconciliation. Des sources disent même que cette commission travaille d'arrache-pied pour en arriver très prochainement à qualifier de génocide ces massacres de 1972. Merci à toi, Onésime Doshimagidze. De la politique, passons à la page gouvernance, où 17 milliards de francs burundais pourraient suffire pour permettre aux élèves burundais d'étudier étant assis dans de conditions décentes. C'est du moins l'analyse de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ses sigles. Cette analyse a été présentée dans un point de presse ce vendredi après, selon Parsem, une observation à travers tout le pays pour analyser les conditions dans lesquelles les élèves étudient depuis la rentrée scolaire. Pour cette organisation, disponibiliser cette somme n'est pas impossible vu le budget annuel de plus de 320 milliards alloués chaque année au ministère de l'Éducation. Je vous propose d'écouter Faustin Dikoumana. Il est le président de la PARSEM. PARSEM, après observation sur les conditions dans lesquelles la rentrée scolaire s'est déroulée, il a constaté que les conditions sont
déplorable, que ce soit au niveau des élèves qui s'assoient par terre. Il y a des écoles, par exemple, une école où plus de 2000 élèves partagent 10 latrines. Ce sont des conditions déplorables. Et là où le bas blesse, on veut s'en accommoder avec des motifs comme manque de moyens, mais nous disons non. Par exemple, on a fait, pour chaque de certaines informations, la province de Kirundo a besoin de 28 000 pupitres. 28 000 pupitres, si on prend au coût d'une pupitre de 30 000, ça veut dire que la province de Kirundo a besoin de 840 millions pour l'achat des pupitres. C'est tandis des milliards. Même si on est après au niveau national, 1 milliard par province, 17 milliards consacrés à l'achat des pupitres, c'est un montant dérisoire par rapport au montant de plus de 300 milliards, 325 milliards alloués au ministère de l'Éducation, qui ne consacre que moins de 5% à l'investissement et à l'équipement. On a aussi un budget de plus de 280 milliards, 289 milliards. L'année passée, de 234 milliards d'investissements sur son propre. Quels sont le contenu des dépenses de l'investissement sur les fonds propres d'environ 234 milliards? Et on constate un endettement vertigineux de plus de 2000 milliards, un endettement intérieur. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'endette sans toutefois équiper nos écoles? Le meilleur des cas serait de dire on s'est endetté, mais nos écoles sont bien équipées, on remboursera, mais quand même l'endettement a servi à améliorer les conditions de travail de nos enfants. Parsem demande également la transparence dans la gestion budgétaire. Ici, l'Assemblée nationale est appelée à jouer son rôle. Encore une fois, Faustin Ndikouman. Nous demandons à l'amélioration de la transparence dans la gestion budgétaire. La réaffectation budgétaire actuellement est d'une nécessité impérieuse. Au mois de décembre, on devrait procéder à la révision budgétaire pour disponibiliser ces fonds. Et aussi, l'État doit savoir se concentrer sur les missions fondamentales, les missions prioritaires qui sont les siennes, au lieu de disperser les forts, achat de maïs ici et là. Il faut qu'il se concentre sur ces missions, là où il est efficace, les missions qui lui reviennent. Il faut se renforcer le rôle du Parlement dans le contrôle budgétaire. Il faut que le Parlement contrôle le gouvernement au niveau de l'élaboration de l'exécution budgétaire. Et il devait y avoir une campagne aussi de récupération de biens détournés pour financer ces infrastructures. Malheureusement, on constate un montant dérisoire de plus d'1 million de francs pour de récupération des fonds détournés. Et nous imaginons qu'il faut vraiment un changement de cap au niveau des priorités du gouvernement. Il faut que cette année fiscale soit une année de solution aux problèmes inhérents à l'éducation. En page éducation, les parents des élèves de l'école fondamentale Tagara en commune Songa de la province de Bururi demandent au service habilité de trouver une solution durable au problème d'adduction d'eau potable à cette école afin que leurs enfants cessent d'aller puiser dans les marais. Ils précisent qu'en plus du manque d'entretien des installations, certains individus se sont arrogés le droit de dévier cette adduction d'eau pour alimenter leur ménage au détriment de cette école. Le point avec Marie-Ange Ilakoz. Ça fait la deuxième fois que les parents des élèves de l'Ecofo Tagara demandent au service d'habilité de trouver une solution au problème d'eau potable à cette école. Ces parents indiquent que l'eau a commencé à diminuer petit à petit au mois de janvier l'année dernière suite aux individus qui ont fait dévier cette eau pour alimenter leur ménage au détriment de cette école. Ces parents précisent qu'ils ont alerté l'administration communale et cette dernière, en collaboration avec les services de l'hydraulique, a réagi et a réorienté l'eau en faveur de la dite école. Vers la fin de l'année scolaire écoulée, les mêmes individus ont dévié encore une fois cette eau pour approvisionner leur famille en défaveur de l'école Tagara. Les parents des élèves de cette école regrettent que leurs enfants soient aujourd'hui contraints d'aller puiser l'eau des marais et perdent beaucoup de temps. Auparavant, l'eau coulait en grande quantité. Elle a commencé à diminuer petit à petit son débit quand les familles Robati et Hassano ont dévié une certaine quantité de cette eau pour alimenter leur ménage. C'était au mois de janvier 2020. Grâce à l'intervention des autorités administratives, ce problème a été réglé et l'eau a repris son chemin. Au troisième trimestre de l'année scolaire écoulée, les mêmes individus ont repris les mêmes actes
acte et l'eau a cessé de couler dans les robinets de l'école. C'est vraiment dommage et c'est très dangereux pour nos enfants en cette période de la pandémie Covid-19. Les parents des élèves de l'Ecofo Tagara demandent à l'administration communale et au service de l'hydraulique de trouver une solution durable à ce problème de manque d'eau à cette école. Ils demandent aussi qu'il y ait des travaux d'entretien réguliers des installations car certains tuyaux ont été endommagés. À ce propos, la rédaction de l'RPA a essayé de joindre Damien Ngenda-Kuriyo, administrateur de la commune Songa, mais sans y parvenir. Les relations entre les responsables de la société Century Hangyu et certaines hautes autorités du pays seraient derrière la non-poursuite de ces responsables de Century Hangyu par la justice. Même si ceux qui ont investi dans la société ont saisi la justice car escroqués, les accusés vaguent tranquillement à leurs activités. Le point avec Éloge Divin, Rémèche. Eric Birinda Ishimiye, Anissé Ndalouwonye et Innocent Bikorimana sont les trois individus qui ont créé la société Century Hangyu Burundi qui effectuait le commerce en ligne sur la plateforme Shaimal. Après la plainte déposée par les membres de cette société en juin dernier, les accusant d'escroquerie, un des trois, Innocent Bikorimana, a quitté le Burundi et se serait installé au Kenya, précisent nos sources. Mais les deux autres évacuent tranquillement à leurs activités au Burundi. Il s'agit d'Eric Birinda Ishimiye qui a par la suite démarré d'autres activités en créant une société dénommée BGECO. Nos sources révèlent que cette dernière société a un studio avec des équipements modernes et serait souvent confiée la prise des images de tous les grands événements qui se font au pays, surtout ceux nécessitant une diffusion en direct sur différentes plateformes de réseaux sociaux. L'autre se trouvant au Burundi est Anissette Ndalouwonye et travaille au sein du tribunal du travail. La rédaction de la RPA a téléphoné ces trois hommes pour entendre leurs réactions aux accusations leur imputés, mais sans succès. Les membres de la société Century Hangyu, qui ne savent plus à quel sens se vouer, indiquent que les activités dans lesquelles Eric Birinda Ishimiye a investi leur font penser que l'inaction de la justice serait due au fait qu'il entretient de bonnes relations avec d'autres personnalités du pays. Il sollicite ainsi la justice d'être impartiale et de convoquer ces trois hommes pour qu'ils donnent des lumières sur la disparition des grosses sommes d'argent qu'ils ont investies. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur le mode de fonctionnement de cette société avant que la situation ne change, ainsi que le montant de différentes sommes investies pour être membre de cette société. Éloge Divin, Rémicha. Le 15 octobre de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de la femme rurale. Au Burundi, la femme rurale, pilier de la famille, travaille toujours sans relâche pour la survie de la famille. Manquant pour la plupart d'aide dans ses travaux, la femme rurale n'a pratiquement pas de repos. La rédaction de la RPA a pu s'entretenir avec une des femmes rurales qui nous décrit sa journée. Ce sera avec Francine Maor. La vie quotidienne des femmes rurales n'est point aisée. Une d'entre elles habitant dans la province d'Oruyigi et à laquelle nous avons attribué le pseudonyme de Capitoline fait savoir qu'elle exerce sans répit des activités agricoles depuis le lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit, tout en assumant parallèlement d'autres activités. Je me lève très tôt le matin et je prépare la nourriture pour les enfants avant qu'ils se rendent à l'école. Après leur départ, je vais à la fontaine pour puiser de l'eau. À 7 heures, je prends ma roue et j'amène mes chèvres pour les faire brouter. Je cultive le champ toute la journée avec mon enfant sur le dos. Catherine dit également que sans soutien, sa vie est de plus en plus pénible. Elle indique que cette situation constitue un des facteurs entraînant la vieillesse chez la femme cultivatrice plus que chez les femmes des autres catégories. Nous ne pouvons rien dire à nos maris, ni même savoir ce qu'ils font pendant la journée. Si seulement nous pouvions vivre comme les autres femmes urbaines qui ont des employés qui leur donnent de l'aide. Nous ne recevons aucune aide dans ces activités qui ne cessent d'augmenter. Nous allons dormir vers 23 heures à bout du souffle. C'est pour cela que la plupart des fois, on vieillit très rapidement. Selon les statistiques publiées par Population Data en 2020, 75% de la population burundaise est rurale, la grande majorité étant des femmes.
Merci à toi Francine Mahoro. Le 15 octobre, c'est également la célébration de la journée mondiale du lavage des mains. En province Cibitoke, précisément au chef-lieu de la province, l'hygiène par le lavage des mains reste problématique. Et pour cause, la localité est privée d'eau depuis quelques semaines suite aux travaux de remplacement des tuyaux qui alimentent la localité en eau. L'éditeur avec Dani Claire et la Scombre. Le chef-lieu de la province Cibitoke vient de passer presque un mois sans être approvisionné en eau. Cette situation est due aux travaux de rénovation des tuyaux d'eau qui s'effectuent dans cette localité. Cet habitat affirme que c'est par la grâce de Dieu s'ils n'ont pas encore attrapé les maladies des mains sales. Ici à Cibitoke, on peut dire que nous vivons par la faveur de Tout-Puissant. L'eau est quasi inexistante chez nous. Imaginez-vous donc les maladies comme la Covid-19, le choléra, ainsi que d'autres maladies des mains sales. C'est clair qu'ils vont nous tuer. Il n'y a pas de l'eau et nous sommes conscients même que nous ne l'aurons pas d'ici demain. Il reste approximativement un mois avant la fin de ces travaux et nous ne savons même pas où nous serons pendant tout ce temps. Très rarement, la localité est servie en eau, mais pour une très courte durée, précisent nos sources qui disent être dans l'obligation de toujours acheter de l'eau à utiliser. De l'eau qui les coûte cher. Si nous sommes servis, c'est juste le temps de puiser tout au plus de bidons. En résumé, pour les taxis vélos, c'est une belle opportunité. Ils vont en puiser à Roquereza, mais ici au centre-ville, peu de gens peuvent avoir de l'eau chez soi. Ces derniers ne sont servis que pour 1 heure au maximum. Un bidon de 20 litres coûte à ses habitants du chef-lieu de la province Cibitoke 500 francs. Ils demandent donc que cette opération de rénovation des tuyaux soit accélérée avant qu'ils n'attrapent des maladies des mains sales. Contacté, Gilbert Manilakiza, administrateur de la commune Lugombo, mais il a refusé de répondre aux questions de la RPA. Dani Claire, il a trouvé la propriété est aussi lacunaire au camp d'Oduta en Tanzanie. Les réfugiés de ce camp sont approvisionnés en quantité insuffisante d'eau et de savon. Les détails avec Eloge Cuiser. Selon certains réfugiés burundais du camp d'Oduta, il est impossible de faire la propriété d'un souk. Il manque souvent de savon et le camp est servi en quantité insuffisante d'eau. Ici, au camp d'Onduta, oui, on a de l'eau, mais elle est en quantité insuffisante. Avant, nous avions de l'eau suffisante, mais actuellement, ils ont diminué et on ne sait pas pourquoi. Ils ont détruit les tanks qui nous servaient de l'eau. On a vraiment peu d'eau. On a aussi un problème de savon. Ça fait des mois et des mois qu'on ne nous les donne pas. S'il faut se laver les mains, faire la propriété, que ce soit nous ou nos enfants, nous le faisons avec de l'eau sans savon. C'est un problème. Son manque de propriété, telle cause des maladies, seront toujours ces réfugiés burundais. Ici, beaucoup de réfugiés ont des maladies des mains sales, surtout la diarrhée, et ils ont souvent mal au ventre. Tout ça, ce sont les conséquences de ne pas bien faire la propriété, car les réfugiés n'ont pas de savon. Ces réfugiés indiquent qu'après ce manque de savon et d'eau potable suffisante, même la sensibilisation des réfugiés sur la propriété ne se fait plus. Ces réfugiés demandent aux HCR de les fournir le savon et l'eau potable suffisante, sans oublier la sensibilisation sur la propriété afin de bien se protéger contre les maladies des mains sales. Merci également à toi, Eloge Cuisera. Toujours en Douta, les réfugiés burundais de ce camp sont toujours victimes des mesures contraignantes. Depuis ce mercredi, ils sont interdits de cultiver même les amarantes qui les aident à compléter la ration insuffisante donnée par le HCR. Ces réfugiés trouvent que l'objectif est de les contraindre à rentrer. Le point avec Elvis Liomonguet. Dans le communiqué de ce 13 octobre 2021, le bureau du président du camp d'Oduta en Tanzanie a annoncé à tous les réfugiés très strictement interdits de cultiver à l'intérieur ou à l'extérieur de Soka. Les Burundais qui se sont réfugiés dans Soka indiquent que même les amarantes sont parmi les cultures interdites dans Soka. Ils continuent de prendre des mesures contraignantes contre nous. À présent, ils ont dit que personne ne peut cultiver dans le camp. Avant, les amarantes ne figuraient pas parmi les cultures interdites à cultiver, mais à présent, ces légumes sont interdites. Nous sommes en train d'être persécutés.
Ce Burundi voit ainsi dans ces mesures une façon de continuer à les persécuter dans ce but de les contraindre au rapatriement. Il dit que ce régime les aide à compléter les rations alimentaires. Ces légumes nous aidaient beaucoup car les petits pois que nous recevons sont d'une quantité insuffisante que ça pouvait pas nous nourrir tout le mois. Et on pouvait alors préparer ces amarantes pour compléter la ration. Maintenant que c'est interdit, notre situation va s'empirer. La seule explication de la prise de ces mesures est de nous pousser à retourner au pays sans notre volonté. Dans son même communiqué, le bureau du président du Kando Douta a rappelé que tous les réfugiés burundais dans ce cas sont dépendants d'exercer toute activité génératrice de venir ou de se rassembler dans des marchés. Ils sont également interdits de lever des animaux domestiques dans ce cas. Ces réfugiés burundais demandent au HCR de tout faire pour que ces mesures soient suspendues. Et voilà, c'est sur ce reportage d'Elvis Nyomungiri que nous mettons un point final au journal de ce vendredi 15 octobre 2021. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier l'équipe technique pour sa franche collaboration. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Un bon début de week-end à tous.